Ceux qui font Monaco sont au micro. Je suis Geneviève Berthy et bienvenue dans le podcast de Monaco Info. Notre invité du jour inspire. De son passé en gendarmerie nationale à son passage chez Decathlon, qui marquera le début de son engagement pour l'environnement, il est aujourd'hui accompagnateur de changement. Entre sensibilisation et action concrète, président de l'association Stand Up for the Planet ou encore ambassadeur de Pacte national pour la transition énergétique de Monaco, il nous encourage à changer pour changer le monde. Bonjour Sébastien Cher. Bonjour Geneviève. Changer le monde. Changer le monde. Ça commence par soi-même, mais oui, c'est un peu ça. Ouais, on dit toujours, il faut commencer par quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est Gandhi qui disait se changer pour changer le monde, ou être le changement qu'on veut voir dans le monde. Ah, c'est sûr. C'est un peu, alors, moi j'ai souvent eu des gens qui m'ont parlé de chacun son petit acte militant, en fait. Ouais, j'en suis persuadé. Souvent, on parle des actions que je mène et qui ont un retentissement. Ouais. Et je dis que le moment où je change le monde, c'est quand je prends 1 minute pour embrasser mon fils devant l'école, quand je prends 10 minutes le soir pour être à son écoute, quand j'aide quelqu'un à traverser la route, quand je vais brancher la Wi-Fi chez une dame de 85 ans. Des choses qu'on ne voit pas, mais qui sont hyper précieuses et ça me fait penser qu'on peut changer le monde. Voilà, il faut pas. Ça peut être chez soi, dans son appartement, dans son immeuble, dans sa résidence, en faisant des petites choses. Si tout le monde le fait, le monde change. Donc il n'y a pas besoin d'avoir des grandes compétences. C'est ça. C'est les petits ruisseaux font les grandes rivières. Oui, complètement. Mais quand on dit il faut changer le monde, enfin, je ne sais pas si c'est exactement ça que vous avez comme discours. On va en discuter. Mais quand on dit il faut changer le monde, qu'est-ce qu'il faut changer d'abord ? Parce que la transition que vous soutenez, c'est une transition qui essentiellement est fondée sur les énergies au départ. Et donc, qu'est-ce qu'il faut changer ? Il faut changer nos habitudes. Qu'est-ce qu'il faut changer, en fait ? Il y a beaucoup de choses à changer. Je dis souvent qu'on a mis le doigt dans le pot de Nutella. Oh là là, ouais, mais ça, c'est bon. C'est ça. On a trouvé du pétrole. C'est du Nutella. Et c'est du Nutella. Ouais. C'est une énergie incroyablement riche qui nous permet de faire des choses incroyables. Ouais, on fait beaucoup de choses avec du pétrole. On ne fait pas que de l'énergie, on ne fait pas que du chauffage, quoi. Tout est pétrole aujourd'hui. C'est l'énergie en kilowattheure qu'il y a dans 1 litre de pétrole. C'est l'équivalent à 2 euros le litre. 2 euros le litre d'essence. Je rends la chose pragmatique. C'est l'équivalent de 1 000 euros en travail humain. D'ailleurs, il y a beaucoup d'ingénieurs climat qui disent c'est peut-être pas la bonté de l'homme qui a généré l'abolition de l'esclavage, mais c'est peut-être le fait qu'on ait trouvé des énergies fossiles qui nous permettent d'avoir... C'est sûr. Et donc, là où on avait besoin de 40 mains, on n'a plus besoin que d'une. Exactement. Et encore. On a trouvé une énergie incroyable. Et donc, c'est pas cette énergie qu'il faut combattre. Je dis souvent que le plastique est incroyable. C'est une découverte incroyable pour la médecine notamment. Le pétrole est incroyable. Tout est assez magique. Toutes les découvertes qu'on fait. Mais la question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça ? Et comment on apprend à se rationner, à entrer dans une forme de sobriété. Et tout le combat est là. Tout le combat de cette vie qu'on doit créer demain, qui serait plus sobre, plus adaptée par rapport à ce qui vient. Ouais, mais je vous écoute, Sébastien, et je me dis, qui aujourd'hui a envie qu'on lui parle de sobriété ? Parce que tout de suite, on a l'impression que cette transition que toute l'humanité doit conduire, puisque il en va de la survie de la planète quand même, c'est pas rigolo 2 minutes, quoi. Et donc on a l'impression que toute cette transition, elle repose sur des choses qui sont contraignantes, en fait. Je pense que c'est ça qu'il faut arriver à changer. Le combat, il est dans le réveil des utopies. Moi, j'y crois beaucoup. Ouais. Comment on se projette dans un monde qui serait beau, qui nous donnera envie de nous lever le matin, mais qui serait plus sobre en énergie, qui serait plus local, ou peut-être que dans l'inconscient collectif, une journée incroyable, c'est pas 10 heures d'avion pour aller dans un club med où on va même pas découvrir le pays dans lequel on va. C'est pas une journée de 8 heures à 20 heures sur la plage. Ça, c'est des choses qu'on s'est mis en tête qui pourraient faire penser qu'on passe une bonne journée. Mais peut-être qu'une belle journée, c'est des belles vacances, c'est une balade en vélo, pas très loin de chez soi. C'est une journée avec un petit peu de montagne et juste 1 heure de plage. Et c'est des nouvelles manières d'être et de faire, mais qui donnent envie. Je crois que le combat, il est comment on rend ce nouveau monde de transition, comment la transition est belle, elle est heureuse, comment on vit des transitions heureuses. Il y a tout à réveiller là-dessus. Alors ça, c'est un aspect, moi je vous suis, évidemment, il y a tout à réveiller là-dessus, ça c'est sûr. C'est culturel, presque. Et puis il y a un deuxième aspect dans cette transition, c'est l'aspect financier, c'est-à-dire que moi j'ai cette phrase en tête des Gilets jaunes qui disent
au président de l'époque, Emmanuel Macron. Il dit, vous nous parlez de la fin du monde, et nous, on a envie de vous parler de la fin du mois. C'est quand même... fin du monde, fin du mois, même combat. Ouais. Voilà, je crois... Ils ont raison, j'en suis persuadé. Et c'est pour ça que j'aime pas quand on parle de moi comme d'un écolo. Je me sens absolument... Je me dis des fois à quel point les écolos ont fait du mal à l'écologie par leur posture très, des fois, condescendante, donneur de leçons. Alors c'est pas bien. Hein. Faites ça, c'est pas bien. Exactement. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas beaucoup avancé quand même. On n'a pas beaucoup avancé. Faut accepter qu'on est dans un monde de contradictions. Moi, le premier, je suis pas toujours aligné avec ce que je prône. Comment on arrive à s'aligner de plus en plus, mais surtout comment on fait les changements avec de l'amour et pas avec de la contrainte. Ouais. Vous pensez, quand vous dites les écolos, on fait du mal à l'écologie, en fait, hein. Est-ce que vous êtes d'accord quand je vous dis que les résultats de toutes les élections sur les 3 dernières années ont quand même très largement montré le déclin de la politique verte, ce qu'on appelle l'élection verte, hein, des mouvements écologie les Verts, enfin je parle d'un mouvement, mais il n'y a pas que. Hein. On l'a vu. Il y a eu quand même... Est-ce que ça, c'est un danger ? Parce que s'il n'y a plus personne pour porter cette voix-là, comment ça se passe ? C'est un danger parce que on ne va pas éviter les problèmes qui arrivent avec le changement climatique. C'est pas parce qu'on n'aime pas le discours que ça va enlever la cause. C'est ça. D'ailleurs, j'aime souvent dire la différence entre la sobriété et la pauvreté, c'est le choix. Si on choisit de se calmer sur un sujet, c'est de la sobriété. Si on ne peut pas se calmer parce qu'on n'a pas les moyens, ou si on n'achète pas parce qu'on n'a pas les moyens, c'est de la pauvreté. Si on n'entre pas nous-mêmes dans une atténuation, dans une politique de sobriété, de toute façon, ça arrivera quand même. Mais on va le subir. Et moi, je préfère quand même me dire, tiens, comment je fais pour ne pas subir, pour trouver les moyens de me permettre de prendre du plaisir, d'être heureux, différemment, moins dans la consommation, moins dans la vitesse, moins dans... Et en même temps, ça me permettra d'être plus sobre, mais de prendre du plaisir à le faire. Si ça me tombe dessus, ça fait du mal. Et c'est souvent ce qu'on bosse en accompagnant le changement. Ouais, c'est subir ou anticiper, en fait. Hein. C'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Alors, j'écoutais, je crois que c'était le PDG de Total Energy, qui disait dans un podcast, justement, il n'y a pas longtemps, avec Romain Lannery, il disait l'énergie, on ne peut pas s'en passer. Ce qu'il faut, c'est l'électrifier, en fait. Et donc, il parlait d'électrifier l'énergie, donc de changer nos usages en les rendant plus électriques. Mais cette électricité-là, il faudra la produire. Exactement. En fait, si on veut transiter d'une énergie fossile à une énergie d'extraction de matière, notamment pour les véhicules électriques, on ne se pose pas la question du pourquoi, de la racine du problème qui prend racine finalement en 1930, l'arrivée du PIB. Et cet indicateur-là est un indicateur de crise. D'ailleurs, pour la petite histoire, celui qui a créé le PIB, cet indicateur, Simon Kuznets, l'a créé pour les États-Unis, parce que les États-Unis, pendant une période de troubles, cherchaient à savoir si leur économie était en train d'accélérer ou baisser. Ils voulaient savoir un petit peu. Et Simon Kuznets a créé cet indicateur en disant attention. C'est un indicateur canon parce qu'il va vous permettre d'avoir un agrégat de votre économie sur le territoire et de voir ce qui se passe. Par contre, ça ne prend pas en compte les externalités négatives. J'entends par là, imaginez qu'en quittant tout à l'heure le studio, j'ai un accident. Et ben, ça sera peut-être 25 000 euros de carrosserie, 50 000 euros de chirurgie parce que je me suis cassé le genou. Et tout ça, vu d'un bureau... Je croise les doigts là, hein, non, Sébastien. Je croise les doigts aussi. Et puis, je ne suis pas en voiture. Mais en tout cas, vu d'un bureau, ça nourrit le PIB. Demain, une catastrophe maritime, c'est des centaines de milliers d'euros d'investissement, de dégâts, de travail d'écologie, ça nourrit le PIB. En France, aujourd'hui, le trafic de drogue est intégré au PIB. C'est un indicateur qui ne prend pas en compte ces externalités négatives. Donc il faut revenir à cet indicateur principal et voir comment on arrive à tourner les choses, effectivement, comment on crée de la valeur économique, mais aussi de la valeur sociale, mais aussi de la valeur environnementale. C'est ça. Alors, c'est ça, l'entrepreneuriat à impact. Ouais, je crois que c'est ça. C'est ça. Parce que Bertrand Piccard disait il n'y a pas longtemps, quand il a lancé ses 1000 idées pour la planète, etc., il disait il faut arrêter de punir les gens, il faut leur donner des solutions. C'est ça. Il faut atténuer. Je parle souvent adaptation, atténuation. Il va falloir atténuer. Atténuer, ça veut dire entrer dans une forme d'entrepreneuriat où on a un impact positif sur les humains, sur l'environnement, mais que ça permette quand même de générer des revenus. Ça, c'est une certitude.
Mais aussi, il va falloir s'adapter. Parce que la fin du mois, ça continuera d'être une préoccupation pour tout le monde. Exactement. Je me sens tellement aligné avec ça. Là, aujourd'hui, je travaille dans l'entrepreneuriat impact. Ça fait des années que je suis à 100% sur les sujets qui me passionnent. Mais si ça s'arrête demain et que je dois quand même continuer à payer mon loyer, j'irai peut-être travailler, faire des choses que j'ai pas envie de faire. Donc oui, il faut continuer, mais on sait maintenant, avec de nouveaux modèles économiques, on en parlera sûrement, on sait qu'on peut faire différemment. Et certaines entreprises sont en train de le faire, certains entrepreneurs sont en train d'entrer dans cette notion de l'impact positif. Et finalement, on ne va pas pouvoir faire autrement. Parce que demain, l'économie de demain sera forcément une économie qui gère du social, de l'environnemental et de l'économique. Bon, l'impact du RSE dans la plupart des stratégies entrepreneuriales aujourd'hui, c'est quand même un impact notable. Il y a quand même un début. Ouais. Si ce n'est pas un début, c'est au moins une montée en importance, je vais dire, pas en puissance, mais au moins en importance. Ouais, c'est le premier pas. Du RSE, de la conscience. Ouais. La conscience, vous avez raison de parler de social, parce qu'au-delà des considérations écologiques, environnementales, etc., il y a des hommes et des femmes qu'il faut faire fonctionner ensemble. Hein. Exactement. C'est tellement facile de baisser son impact carbone. Vous supprimez des mètres carrés dans votre commerce, vous supprimez des humains, vous aurez baissé votre impact carbone, mais ça aurait été une catastrophe sociale. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Je ne crois pas. Est-ce qu'on veut des gens qui soient à la maison et qui n'aient plus de boulot et qui cherchent du sens à leur vie pour avoir un impact carbone plus bas ? Oui, ça c'est un peu la leçon du confinement du Covid. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, pendant 4 mois ou 3 mois et demi, 4 mois, la planète entière s'est ressourcée. Hein. Le Gange avait retrouvé des couleurs. Mais il n'y avait plus de vie, quoi. Ouais, non, mais c'est pour ça l'impact carbone, c'est un indicateur intéressant, mais on ne doit pas tout baser là-dessus, parce que si on base tout là-dessus, on va se faire très mal. Il y aura on va transiter vers d'autres énergies, ça sera une autre catastrophe. Oui, on appelle ça l'effet de balancier, hein. C'est-à-dire que forcément, si ça ne va pas dans un sens, ça va dans l'autre. Non, et puis il n'y aura pas assez de matières premières pour créer une société décarbonée. Donc comment on fait pour revoir vraiment à la racine ? La RSE, c'est le premier pas, et on peut aller plus loin, on peut intégrer vraiment l'impact dans le cœur de son modèle économique. Pas utiliser ses ressources pour faire un peu de RSE, mais vraiment entrer dans le cœur. Et c'est là, positionner autrement. Ouais. Exactement. Et c'est là que nous, on intervient dans cet entrepreneuriat, dans cet accompagnement au changement. C'est généralement, on est dans une société qui doit faire du volume. C'est un modèle volumique. Et comment on sort de ce modèle volumique pour aller vers un modèle économique qui soit plutôt autour de l'usage, de la fonctionnalité, voire même de la coopération. Et ça, c'est passionnant de se poser ces questions-là, vraiment. Alors, vous dites c'est passionnant de se poser ces questions-là. D'abord, est-ce qu'on arrive à se les poser dans un milieu économique, financier, avec une logique de profit ? Ça, c'est la première question que j'aurais. Et la deuxième, c'est comment on se nourrit ? Parce que intellectuellement, culturellement, il faut quand même tout réinventer quand on réfléchit comme ça, ou pas ? Aujourd'hui, c'est des pionniers qui s'engagent là-dessus, parce qu'effectivement, la société n'est pas basée là-dessus. Je peux vous donner un exemple qui va parler à tout le monde. Michelin, qui se lance sur cette notion d'EFC, on appelle ça économie de la fonctionnalité de la coopération. Et sur les pneumatiques spécifiques aux transporteurs routiers, ils travaillent, alors là je vous le partage en 1 minute, mais c'est des mois de travail. Ils mettent en place une offre où on commence à créer de la valeur quand le pneu entre sur la route. Michelin reste propriétaire du pneu. Et on fait de la location au kilomètre. D'accord. Et donc, plus le transporteur routier fera des kilomètres avec le pneu, plus ça va créer de la valeur économique pour Michelin. Ça paraît simple ce que je partage, mais ça permet de revoir. Ça les entraîne à faire des pneus plus résistants, en fait. On revoit toute la chaîne de valeur. On revoit effectivement, là, il ne faut pas faire le pneu le plus durable du marché. Il faut faire le pneu le plus durable au monde, parce qu'on va créer plus de valeur si le pneu reste 1 million de kilomètres sur la route. Et puis, Michelin se dit, tiens, si on fait ça, 30% de l'usure d'un pneu, c'est lié à la conduite. Donc ça veut dire qu'il faut intégrer dans notre modèle économique la formation des chauffeurs routiers à l'éco-conduite. C'est l'économie de la coopération. Donc c'est un exemple, mais je pourrais vous donner un exemple pour un apiculteur, pour une entreprise de luminaires, pour des parfumeurs. Ça existe alors ? De plus en plus, on accompagne, chez Imatera, 10 ans maintenant, plus de 80 entreprises accompagnées. Comment on fait focus sur les externalités positives ? Comment demain, votre podcast qui fait énormément de bien à Monaco, c'est quoi ces externalités positives ? À quel moment ça fait du bien à la principauté ? Et comment on capte des sources économiques de ces externalités positives pour nourrir le podcast et donc ne pas simplement se nourrir sur le volume de vues ? C'est ça, finalement, le modèle économique. Et donc, comment une entreprise qui génère des choses arrive c'est vrai, vous avez raison de faire le parallèle, parce que c'est un peu comme ça qu'on se nourrit.
En tout cas, quand on fait des choses. On discutait l'autre jour avec un partenaire avec lequel on travaille qui s'appelle Brut. Ouais. Et à la grande surprise de tous ceux qui étaient là pour les écouter, le cadre du committee management qui est là, il nous explique que aujourd'hui, l'impact sur les réseaux sociaux, il n'est pas en nombre de vues. Il dit vous pouvez faire 20 millions de vues et avoir très peu d'impact. En fait. Et donc, il explique les externalités positives, ce sont les engagements. Et tout ce que ça génère comme action au-delà du poste et du fait qu'on l'a consommé, c'est pas simplement. Et en fait, ça fait réfléchir sur... c'est ce que vous dites, c'est l'intégralité de nos critères d'évaluation de la performance. Exactement, en fait. Exactement. C'était très à chaud. Hier, je discutais avec le dirigeant d'une piscine municipale sur son modèle économique. Ah oui, parce que là aussi, il y a des interrogations. Et puis, c'est le volume. Il faut chauffer l'eau, c'est de l'eau. Exactement. Et lui, s'il veut être résilient aujourd'hui économiquement, il doit faire toujours plus d'entrées à la piscine. À un moment donné, il n'y a plus de place dans la piscine. Les gens, ils sont 10 dans les lignes d'eau. Ils se retrouvent à 12 dans le jacuzzi. Et donc, c'est pas vivable. Mais lui, il doit faire toujours plus d'entrées. Et on arrivait à se dire que il avait eu une discussion avec la mairie qui s'occupe de la délégation de services publics. Et depuis que la piscine est implantée sur le territoire et qu'elle est tenue par cette entreprise, il y a beaucoup moins de demandes de permis de construire, de piscines privées autour de la piscine. C'est une externalité hyper positive. Et donc, comment la mairie rémunère mieux la délégation de services publics grâce à cette externalité positive qui permet de désartificialiser les sols, de moins utiliser de béton. Et s'il arrive à obtenir ça, alors c'est une entrée d'argent qui lui permet de faire moins d'entrées en volume, et il est en train d'aller vers l'usage plus que le volume. Mais des exemples comme ça, on pourrait en citer à l'appel. Mais ça demande du travail. À quel moment dans votre parcours, puisque bon, on va pas remonter... C'est sinueux. Voilà, on va pas remonter au début, mais là, on l'a mentionné un petit peu au départ. Vous êtes un sportif au départ. Ouais, alors, ça peut choquer certains, mais bon, j'en ai beaucoup discuté avec Denis Macario. J'ai eu la chance d'avoir un cancer petit, à 8 ans. J'ai eu la chance de m'en sortir, surtout. Et ça m'a beaucoup ouvert les yeux sur... j'ai passé une année à l'hôpital à rêver d'être dehors, de faire du sport. Je regardais les gens à la télé, les compétitions. Et donc, dès que je suis sorti de l'hôpital, je me suis mis au kayak, parce que j'habitais en Auvergne. Et, oui. C'est un bon endroit pour faire du kayak. Ouais, il y a des rivières partout. Il y a des rivières partout, puis des rivières sur lesquelles c'est possible. Parce que ça ne suffit pas qu'il y ait des rivières, il faut qu'on puisse en faire. Ouais, c'est ça. C'est un sport d'hiver, le kayak, puisque c'est là où il y a le plus d'eau. Et je me suis passionné pour ce sport, et ça a été le sport, le sang dans la bouche, le cœur qui bat, ça a été une révélation pour moi, mais je pense que c'est le cancer qui a éveillé cette passion-là. Ouais. Et donc à ce moment-là, quand vous dites ça m'a donné envie de croquer la vie, en fait. Oui, c'est ça. Vous vous rendez compte de sa fragilité, peut-être, c'est ça ? Je m'en rends compte. Ouais, je m'en rends compte. Cette maladie, elle m'affaiblit beaucoup. Et effectivement, je me rends compte que ça tient à un fil. Ouais. Je prends conscience de pas mal de choses, très jeune. Et en même temps, je me dis aujourd'hui, je ne serais absolument pas l'homme que je suis si je n'avais pas eu cette expérience-là. Ce parcours-là, oui. J'ai la chance de m'en être sorti, d'être en pleine santé, de ne pas avoir eu de rechute, d'être en pleine rémission. Donc c'est pour ça que je dis que ça a été une chance. Je ne serais pas cet homme-là, j'en suis persuadé. Vous décidez, vous vous passionnez pour le kayak, etc. Mais est-ce que déjà, à ce moment-là, vous avez cette conscience du risque que court le monde, en fait ? Pas du tout. Pas du tout. J'aime être dans la nature. Ça, j'ai cette conscience-là. J'ai quand même l'instinct de compétition. J'ai envie de gagner. Je fais partie des 10 meilleurs Français très vite en kayak. Oui, vous avez un parcours assez fulgurant. Hein. Oui, c'est vrai. Ouais, tout de suite, je me passionne. Je m'entraîne 10 heures par semaine. Junior, je dois être 6e Français. Mais j'ai absolument aucune conscience de ce qui se joue environnementalement. J'ai pas une famille du tout sensibilisée. Pas du tout sur ces enjeux-là. Un papa qui a été fonctionnaire toute sa vie. J'ai pas de conscience. Non, ça serait mentir de dire ça. C'est vrai. Alors, là aussi, on touche un point important, hein, Sébastien. Peut-être, vous allez me dire si je me trompe ou pas. J'ai l'impression que il reste encore des régions, pas seulement en France, dans le monde entier, des endroits où cette communication avec un grand C n'arrive pas vraiment. C'est-à-dire que quand vous me dites j'ai pas conscience, est-ce que vous aviez des contacts avec des messages de sensibilisation là-dessus ? C'est ça aussi ? Non, j'en avais pas à l'époque, mais je pense qu'on n'en avait pas beaucoup il y a une trentaine d'années.
J'avais pas conscience et je me rendais pas compte. Donc j'ai pas vu, moi, en Auvergne en tout cas, j'ai pas vu de changement profond. C'est arrivé plus tard. J'ai l'impression que la communication, elle est présente, mais peut-être... je sais pas j'arrive pas aujourd'hui à me faire un avis. Est-ce qu'il y a trop de sources de communication et c'est tellement brouillon que les gens ont plus confiance? On a une montée extrême aujourd'hui du conspirationnisme, du complotisme. Il y a combien de gens qui ne croient pas aux enjeux de réchauffement climatique, qui ne croient plus en la science? Moi, ça m'inquiète beaucoup. Et je ne sais pas si ça vient de la désinformation, de la surinformation, de la non-information, de la non-capacité à rendre ça pragmatique et simple. Voilà, je pense que c'est un peu tout, sans avoir de réponse universelle, hein, mais ma sensibilité pourrait vous dire, je pense que c'est un peu tout. Et c'est aussi ce dont on parle depuis le début, c'est-à-dire que la communication, c'est aussi le message. Hein. L'efficacité de la communication, c'est aussi le message. Quand vous n'arrêtez pas de dire aux gens que c'est pas bien, que ce qu'ils font, ça va pas, qu'ils ne vont pas dans la bonne direction, et que ces messages-là se surmultiplient, hein, parce qu'on était arrivé à un moment où c'était vraiment oppressant. Voilà. Est-ce que on se dit pas, bon bah tout ça nous a fait prendre un peu de retard, peut-être, non? Ça me dépasse, c'est pas préhensible pour moi. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Oui, c'est ça. J'en suis persuadé. Et d'ailleurs, tout ce que j'ai envie de porter dans le monde en tant que citoyen, le transport, l'avion, la nourriture, jamais je dis il faut le faire parce que le bœuf, c'est... Je dis toujours parce que j'ai découvert un repas végétarien incroyable, et si tu mets ça dans ta semaine de nourriture, naturellement tu vas manger moins de viande. Ou alors, mais pourquoi tu prends ton vélo pour emmener ton enfant à l'école? Mais parce que c'est génial le matin ici de prendre un peu d'air, de passer sur le bord de mer, d'arriver devant l'école et de trouver tout de suite un endroit où se garer à 5 mètres de l'école. Jamais je dis c'est pour le climat. Et donc comment on arrive à aller vers les changements par amour? Comment on dit aux gens, mais en fait c'est génial de faire ça? Comment je rends le truc sexy plus que il faut le faire? C'est ça, quand vous commencez à vous... Parce que vous êtes un passionné, donc vous êtes passionné pour le kayak, ça vous réussit assez vite. Et ensuite, vous tombez dans l'écologie, enfin dans l'environnement. Pas encore. Gendarmerie avant. Oui, il y a la gendarmerie au milieu, mais avant de parler de la gendarmerie, quand vous tombez dans l'écologie, comment vous faites pour passer de je veux les convaincre ou je suis sûr qu'il faut porter ce message à j'ai besoin de les faire tomber amoureux de ça, en fait. Hein. C'est un peu la pub de vendez-la moi. Vous avez vu cette voiture, vendez-la moi. Vous, c'est un peu vous avez cette cause, comment je la leur vends, quoi. Ouais, j'ai du mal à être en colère. J'ai essayé. Bien ça. Ouais. Il faut pas être en colère. Non, mais quand j'ai compris le danger, quand j'ai compris qu'on allait vers un effondrement du vivant, quand j'ai compris que ça allait impacter mon enfant, que ça m'impactait moi et que ça m'impacterait moi, je suis un peu passé par... On parle souvent de la courbe du deuil. Je suis aussi passé par cette énergie. Est-ce que moi aussi je vais pas être militant en colère et c'est pas moi, j'y arrive pas. J'arrive à avoir une discussion avec quelqu'un qui n'est pas du tout en accord avec moi, qui vit une vie complètement... Le patron de la Formule 1. Peut-être que je pourrais être passionné par quelque chose qui me partage. Donc, et j'ai toujours remarqué que les combats que je réussis à opérer, c'est dans l'amour, dans le partage. J'ai le souvenir un jour, quand j'étais directeur du développement durable pour Decathlon, je rencontre quelqu'un dans un magasin et je dois travailler 3 heures avec lui sur les enjeux climat. Et dans la salle de café, il parle de son week-end de kart. Il vient de passer, il fait du kart, il a son kart 250 cm3, il est trop fier, il a changé l'échappement, tout ça. Il y a de l'huile sur la route. Il y a de l'huile sur la route, ça sent l'essence. Et là, je peux lui faire une réflexion. Je vais passer 3 heures à travailler le climat avec lui derrière. Et en fait, je lui ai dit, je peux regarder moi tes vidéos, mais je ne l'ai pas fait pour l'amadouer, je l'ai fait parce que j'avais envie de m'intéresser à lui. Et donc il m'a montré, il m'a expliqué la différence entre les différents karts. J'ai passé, je sais pas... Les jeux de pneus, les freins, les machins. Il m'a parlé 10 minutes de sa passion. Je pense que j'aurais jamais eu son attention comme j'ai eu derrière pendant 3 heures si j'avais pas passé 10 minutes à m'intéresser, mais vraiment avec le cœur à lui. Et donc là, c'est des petites choses comme ça qui m'ont fait dire... Arrête de penser que de toute façon tu n'as pas la science infuse, tu ne sais pas, ne sois pas condescendant. J'aime beaucoup la phrase qui dit je sais que je ne sais pas. Donc comment j'apporte des messages en acceptant que les autres sont pas au même niveau que moi, que je suis en dessous, que je suis au-dessus, que je suis au même niveau. Il n'y a pas d'histoire de niveau, il n'y a pas de je ne sais pas plus que les autres, mais j'ai l'impression qu'on peut faire différemment et j'ai envie de l'emmener avec de l'amour, de l'envie. C'est ça qui donne envie aux gens de se lever le matin. C'est pas la contrainte, j'en suis persuadé. Même si aujourd'hui, je pense qu'on a passé un point de non-retour et j'ai envie d'être réaliste. J'ai pas envie d'être optimiste ou pessimiste, mais réaliste. Je pense qu'on a passé un point de non-retour.
et qu'il va falloir accepter que l'atténuation va être importante, mais il va falloir qu'on s'adapte. À Monaco, partout dans le monde, il va falloir qu'on s'adapte. Là, la question n'est plus de savoir si, la question c'est de savoir comment. Comment, exactement. C'est vraiment, là on est vraiment dans cette situation, enfin en tout cas le dernier rapport du GIEC le dit d'une manière assez claire. Là il y aura la conférence sur les océans à Nice très prochainement. Est-ce que la classe politique mondiale, elle a suffisamment de cet amour dont vous parlez d'après vous? Je suis inquiet quand même. Je suis inquiet. Il y a tellement parce que le GIEC, c'est rarement autre chose que moralisateur, quoi. Ouais, et puis en plus, c'est difficile de traiter des données alarmantes et de les partager au grand public, parce qu'elles sont alarmantes, ces données. C'est complexe, et puis pour être élu dans un pays comme la France, où il faut une machine derrière, il faut des gens qui financent les campagnes. C'est pas du leadership naturel, hein. Non, c'est du leadership construit. Exactement, donc j'ai du mal à jeter la pierre à ces gens-là, parce que j'imagine le moteur qu'il y a autour de ces gens-là, la difficulté de décider, quand on a été porté par des gens qui nous ont emmenés au pouvoir. Donc je suis assez inquiet sur notre capacité à faire. C'est un peu le syndrome Donald Trump, hein, c'est-à-dire que peut-être que dans tout ce qu'il a promis, il y a aussi des choses qu'il a promises par intérêt. Et donc quand on se retrouve sur le siège, on ne peut plus dire maintenant c'est non. On est obligé d'y aller, quoi. Exactement. Et même... et on retrouve ça même chez Kamala Harris, chez les démocrates. Oui, c'est pas. Là, je dis Trump parce que c'est celui qui a été élu, mais ça peut être un autre. On a tous cette situation. Je pense au président argentin. Exactement. C'est président élu qui se retrouve dans une situation où il se dit je sais pas comment je vais faire pour implémenter ce que j'ai promis, quand même. Hein, parce que ça va pas être possible. Non, c'est inquiétant, c'est difficile, c'est difficilement préhensible. On est pris dans un modèle économique mondial où le PIB régit la bonne température du pays, et donc c'est pas simple. Est-ce qu'il faut qu'on ait une phase de chaos, comme dans la nature? Souvent on dit en permaculture que c'est du chaos que renaît la vie. Alors est-ce qu'on va passer par là, mais que derrière la société sera incroyablement belle, ou est-ce qu'on va arriver en tant qu'humain à générer cette transition sans passer par le chaos? C'est la question que je me pose aujourd'hui. Oui, c'est Mad Max ou Dune, hein, on ne sait pas trop, quoi. Voilà, on est un peu partagé entre les deux. On parlait de leadership tout à l'heure, alors vous avez eu raison, vous m'avez rappelé que vous avez fait un long passage, un très beau passage au sein de la Gendarmerie nationale. Est-ce que... parce qu'on a cette image d'Énine Pinal, de la Gendarmerie nationale, oh là là, c'est très austère. Et finalement, quand on vous écoute, on a l'impression que, en tant qu'ancien gendarme, vous avez quand même les yeux très ouverts sur le monde. Ouais, alors, je l'ai quitté il y a presque 10 ans, et j'ai fait presque 10 ans. Vous avez quand même passé des années importantes. 10 ans. Des années d'homme qui grandit, qui devient lui-même, c'est des années de formation, quoi. Et je rejetterai absolument pas ces 10 ans. Elles ont été belles, formatrices. J'ai appris beaucoup de choses. C'est une institution qui a beaucoup de valeur. Au bout de ces 10 ans, je me posais beaucoup de questions sur le sens de mon métier, sur mon rapport aux armes, mon envie de paix. Est-ce que c'est OK avec les armes? Aussi ma sensibilité. Peut-être que je l'avais pas totalement, quand je me suis engagé, j'avais pas totalement perçu que j'étais quelqu'un de sensible. Et ces 10 années... J'étais en déplacement 250 jours par an, un peu partout dans le monde, pendant 6 ans, puis après officier de police judiciaire, un peu derrière les rideaux au théâtre. Et je ne sais pas si j'avais vraiment les épaules pour ça, et puis j'avais envie de servir toujours profondément. C'est ce qui m'a fait entrer dans la gendarmerie, moi, c'est vraiment l'envie de servir. C'est le service. Peut-être le besoin d'être validé par la société aussi. Un enfant un jeune, j'avais 20 ans, un peu de manque d'amour propre, l'envie d'être validé, l'envie qu'on me dise... Qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas un bon élève, c'est ça? Je suis pas un mauvais élève, je suis très bon quand il y a du sens derrière. Et puis mon papa a fait 37 ans dans la police. Grande fierté pour lui de voir son fils entrer dans la gendarmerie. Je sors deuxième de ma promotion sur 112 élèves. Donc, ça, c'est être bon élève quand même. Bon élève. Je vais dans une unité d'intervention où j'ai envie, dans un très bel escadron à Hyères-les-Palmiers. Fierté de mon papa. Mais quand même, à 27-28 ans, je me dis, est-ce que je travaille pour rendre fier mon père, ou est-ce que j'ai envie d'aller vers quelque chose qui me nourrit profondément? Grosse remise en question.
presque un peu de psychothérapie. Et ça m'a emmené à quitter doucement ce métier pour aller vers quelque chose qui avait plus de sens pour moi. Mais je ne rejetterai pas ces 10 années. C'est incroyable pour moi, l'armée. J'y ai appris le sens de la camaraderie, le sens de la coopération, qui me sert beaucoup aujourd'hui, le sens de la parole, l'alignement, je dis, je fais. Et puis quand on parle d'écologie, il y a une phrase qui me reste, que m'avait dit un officier, c'est « la meilleure autorité, c'est l'exemplarité ». Et ça me sert tous les jours. Je pourrais faire des grands discours et puis dire aux gens ce qu'il faut faire, mais c'est surtout comment moi, dans ma vie, ça s'incarne, l'exemplarité. Voilà, donc l'armée m'a appris beaucoup, ouais, vraiment. Vous dites comment dans ma vie ça s'incarne. Ça veut dire que vous réfléchissez à tout ce que vous faites, à tout ce que vous choisissez? Non, mais en même temps, oui. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, les choix que je fais qui ne sont pas alignés avec ce que je prône ou mes valeurs, elles m'impactent personnellement. Un exemple concret, la semaine dernière, je pourrais vous dire à quel point on peut essayer de prendre moins l'avion. Et puis, j'ai dû aller à Rennes, en Bretagne, la semaine dernière, pour le travail. J'ai dû partir le 11 novembre, je ne voulais pas passer 8 heures dans le train. Et puis, vendredi, je voulais récupérer mon fils à la sortie de l'école et je ne voulais pas passer 8 heures dans le train. J'ai pris l'avion pour faire l'aller-retour. Donc, c'est aussi dire aux gens, même moi qui pourrais qu'on connaît comme quelqu'un de très engagé, regardez, chez moi aussi il y a du paradoxe. Acceptez qu'on est dans un monde de paradoxes, acceptez que des fois vous ne pourrez pas être totalement aligné, redonnez-vous de l'amour, soyez bienveillant avec vous-même, arrêtez d'être culpabilisé par ce monde. C'est intéressant ce que vous dites, parce que forcément à Monaco on vit ce paradoxe. On est extrêmement engagé dans la ligne du prince Albert II, qui est sur ces questions pleinement conscient, une porte-voix mondiale. Et en même temps, quand on arrive à Monaco, qu'on est étranger et qu'on n'a jamais vu Monaco, on n'a pas l'impression d'être dans la cité de l'écologie. Bien sûr. Et donc, parce que ce que vous dites, il y a beaucoup d'initiatives qui sont menées qui ne se voient pas, et donc ce qu'on est amené à voir, ce n'est pas du développement durable. Ouais, c'est ça. Monaco, pour moi, c'est l'exemple parfait du paradoxe qui nous abrite intérieurement. Ouais. C'est un monde de paradoxes et il faut accepter ça. Il ne faut pas vouloir le cacher. Et finalement, c'est le plus bel endroit pour expérimenter, puisqu'on est à la fois un endroit qui vit du capitalisme, même exacerbé, et en même temps, on sait que ça peut pas durer comme ça. On a un prince qui doit être le chef d'État le plus conscient, qui peut se retrouver... Moi, je l'ai vu ramasser des déchets avec moi sur le World Cleanup Day, et puis le lendemain, il était à l'ONU en train de parler à tous les chefs d'État du monde. Et en même temps, il est le souverain d'un pays qui vit dans le capitalisme. Et c'est paradoxal, mais on est tous dans ce paradoxe, tous. Donc il faut juste être bienveillant et accepter de faire les choses sans être parfait, quoi. Du coup, pour vous, un des maux de notre planète, c'est le capitalisme, alors? Oui, ouais, ça fait partie. J'aime beaucoup les travaux d'Olivier Amand, de Pablo Servigne, qui parlent de robustesse. Dans le vivant, il n'y a pas de compétition. Quand on parle de la loi de la jungle, quand on dit aux gens... C'est un ordre, c'est pas une compétition. Non, et les gens disent, c'est quoi la loi de la jungle? Ah, mais c'est la loi du plus fort. Pas du tout. Et des chercheurs qui vont dans la jungle et qui regardent ce que c'est la loi de la jungle, c'est la loi de la coopération. Des grosses espèces protègent des plus petites, et puis des insectes se mettent sous des feuilles, et ces feuilles-là créent des fleurs qui vont nourrir des pollinisateurs. Donc non, la loi de la nature, c'est la loi de la coopération. Si le vivant aujourd'hui est robuste et résilient, c'est parce qu'il coopère. La compétition, c'est une création de l'homme. Et donc, on est capable dans la nature de faire de la compétition, mais c'est très rapide. C'est parce qu'on est en danger. Olivier Amand parle de la température corporelle. Notre corps, quand il est au maximum de son énergie, c'est quand on a 41 de fièvre. Mais on est capable de tenir ça à quelques heures. Sinon, on meurt. Ouais. Donc, on n'est pas... l'humain n'est pas fait pour être en sur-régime en permanence. On est fait pour être dans un régime stable, adapté. La compétition n'est pas quelque chose de viable. Ça emmène les gens au burn-out, ça emmène les gens à la... mais peut-être qu'on n'est pas capable, nous, humains, ne sommes pas capables de comprendre que nous sommes dans un ordre et qu'on ne peut pas être plus ou moins que ce qu'on est. Il faut qu'on soit à notre place. C'est ça, je crois que c'est ça. Retrouver cette loi de la jungle, de la coopération. Accepter que dans nos pays riches, aujourd'hui, vous allez dans les pharmacies autour de nous, là, les gens vont acheter plein d'anxiolytiques et pourtant ils ont tous à manger, tous à boire, tous. Donc c'est pas l'ultra richesse qui nous rend plus heureux.
Bon, ça, c'est sûr que l'adage que l'argent ne fait pas le bonheur, enfin, je veux dire, il est vieux comme le monde. Enfin, il y contribue quand même. On va revenir aux gilets jaunes. C'est-à-dire que quand on manque cruellement de moyens, de ressources, voilà, on a du mal à avoir en soi cette espèce d'amour dont vous parlez, de partage, etc. Parce que il faut d'abord arriver à être bien soi-même. C'est ça. Et c'est difficile de savoir à quel moment on est bien soi-même. Moi, vous me donnez... À 27 ans, vous n'étiez pas sûr quand même. Hein. Non, j'étais pas sûr. Et puis moi, à 25 ans, mon objectif, c'était d'acheter des appartements, d'avoir une belle voiture, de capitaliser, de rendre fier ma copine, mon père, d'avoir beaucoup d'argent. Normal dans ce modèle de société. Et en même temps, aujourd'hui, si je vous dis que mon plaisir aujourd'hui, c'est de créer une association de permaculture où les gens qui n'ont pas accès au terrain peuvent aller se partager de la terre pour apprendre à cultiver. C'est peut-être parce que vous avez un appartement, du coup. Ouais. Comme vous l'avez. Non, je suis pas propriétaire, je suis locataire. Mais parce que, mais alors, c'est pour ça que je dis, cette transition, elle a pris du temps. Le minimalisme, ça prend du temps. Se dire, est-ce que ce nouvel objet dont tout le monde rêve, est-ce qu'il va me rendre plus heureux ? Ah, peut-être pas. Je peux peut-être me rendre plus heureux en passant mon week-end à aller gratter la terre, passer du temps avec mon fils. Ça prend du temps. C'est pas simple. Et à quel moment moi, si j'ai à boire, si je peux dormir le soir, si je peux nourrir mon fils, si quand j'allume le robinet, il y a l'eau qui coule, si mon frigo est plein, pour moi, c'est la richesse totale. Mais pour d'autres, ça pourrait, dans un 2 pièces, par exemple, ça serait catastrophique, il faut beaucoup plus. Et à quel moment on s'arrête ? À quel moment on sait que là, on a la pyramide de Maslow qui est remplie ? Donc, c'est pas facile. Et c'est pour ça que je jette pas la pierre aux gens. Et on est quand même plutôt câblé pour continuer toujours à aller vers toujours plus. Si vous me donnez 25 000 euros par mois, dans 2 ans, je vous dis, si vous me dites tu vas en gagner plutôt 15 000 maintenant, je vais vous dire mais comment je vais faire ? Je vis avec mes 25 000. Et quelqu'un qui en gagne 3 000, il vit avec ses 3 000. Quelqu'un qui en gagne 1 200, il vit avec ce 1 200. Donc on a plutôt tendance à aller chercher du confort plutôt qu'à aller vers de l'inconfort ou plus de sobriété. C'est pas simple. Parce qu'on est, voilà, ce que vous dites depuis le début là, de notre conversation, c'est que notre société est construite sur ce modèle que les moyens facilitent. En tant que autant facilitateur que rendre plus simple, hein. C'est les moyens facilitent la vie, quoi. Donc, du coup, moins on en a, plus on a l'impression que c'est dur, quoi. Et puis la vie devient de plus en plus chère, les classes sociales se fracturent, et puis depuis des générations, on a construit un récit sur l'avoir. Aujourd'hui, être propriétaire, avoir de l'argent, c'est sexy, ça nous rend beau, ça nous rend désirable, beaucoup plus que d'avoir son petit appartement avec sa petite voiture qui a 250 000 km et qui rouille un peu, son petit vélo, prendre le train, le bus. Ça, c'est pas valorisé par la société aujourd'hui. Donc il y a aussi ce... Oui, non, parce que quand vous arrivez chez Decathlon, vous comprenez quand même, le sport pour tous, ça veut dire quelque chose. Parce que l'idée de Decathlon, c'est quand même de démocratiser. Bien sûr. Autant que faire se peut, mais ils sont allés jusqu'au golf, jusqu'au ski, donc sur des sports qui demandent de l'investissement matériel en tout cas. Vous arrivez dans une entreprise qui prône ça, qui dit on va le rendre plus possible. Quand j'ai quitté la gendarmerie, effectivement, et que je voulais travailler dans le développement durable, on m'a fermé les portes au nez. Qu'est-ce que vous voulez faire RSE, développement durable. Vous arrivez avec votre CV tout le monde rigolait. Votre CV de gendarme. Alors oui, moi j'étais gendarme, mais là, je préfère faire de l'URSE. Ah oui, mais là, mon gars, ça va pas être simple. Impossible. Mais Olivier Lorenzi, le directeur de Decathlon Monaco, lui, m'a dit, écoute, t'es sportif, viens, j'ai besoin d'un vendeur. Je suis vraiment reparti à zéro. Viens faire 20 heures par semaine, et puis tu prépareras l'Ironman à côté, parce qu'il savait que je voulais préparer l'Ironman, un triathlon. Parce que vous n'avez pas arrêté le sport tout à fait quand même. Non, j'ai fait l'Ironman, je me suis inscrit à l'AS Monaco, j'étais très présent ici, en principauté, pour faire du sport. Et j'ai commencé pendant quelques mois vendeur, 20 heures à Decathlon Monaco, avant qu'il voit le potentiel, j'ai envie de dire, et qu'il me laisse... qui me nomme cadre pour pouvoir prendre en responsabilité une partie du magasin. Et là, j'ai commencé à pouvoir mettre en place des choses que j'apprenais. Et c'est là où je parle de territoire incroyable à Monaco, c'est que j'ai fait des choses à Monaco que j'aurais jamais pu faire en France. Et il m'a fait confiance, il m'a laissé l'espace. Decathlon m'a donné la clé du magasin, mais encore plus cet homme, Olivier Lorenzi, qui m'a laissé l'espace pour faire. Il avait totalement confiance en moi. Donc je pouvais vraiment faire du sport, promouvoir le sport, et mettre en action ce que j'apprenais la nuit avec des podcasts, des MOOC, des formations. Je pouvais le faire le matin au magasin. Est-ce que vous pensez que le sport a été
une courroie de transmission, en fait, comme un espèce de facteur d'alliance. Parce que quand on est sportif, on a ces valeurs de partage. Alors, de compétition, certes, on veut gagner, mais là, je regardais pour la 78e fois le départ à la retraite de Federer et tous ces gars qui ont été, à commencer par Nadal, ses principaux compétiteurs. Il y a un respect, il y a une force qui va avec eux. Est-ce que ça aussi, c'est pas un axe sur lequel on pourrait pas se reposer, mais en tout cas s'appuyer? J'en suis tellement convaincu. Le sport, pour moi, ça reste l'école de la vie, même si aujourd'hui je fais moins de compétition. Alors on est arrivé dans la vie de Sébastien Hacher à un moment donné où il y avait moins de compétition. Ouais, c'est quoi, c'est un manque de temps? Non, je fais beaucoup de sport encore. Mais et merci la compétition. Mais moins pour gagner. Ouais. Plus pour me sentir bien. Et c'est là où je crois que le sport peut changer le monde. Aux États-Unis, l'état de santé des Américains est catastrophique. En France, on a des enfants qui sont de plus en plus en mauvaise santé, obèses, en surpoids. Et le sport pour ça est magique. Et quoi de mieux? La plus grande richesse, c'est d'être en bonne santé. Donc le sport pour ça peut être incroyable. Et aussi, et là c'est plus stratégique, quand on est sportif, c'est plus facile de faire 600 mètres pour marcher que de prendre la voiture. C'est plus facile d'aller prendre le train. C'est plus facile de s'acheter un vélo pour faire 2 km. Ouais. Donc si on a des gens en bonne santé... C'est plus simple. Je dis souvent... Avec une bonne VO2 max, on vit mieux. Quand même. Oui, mais il y a quelques centaines d'années, si on voulait aller... On était agriculteur, 50% de la population. On allait travailler son champ le matin. Qu'est-ce qu'on faisait avant de partir à 5 heures du matin, avant de travailler 4 heures le champ seul, avec une faux et... Un footing et surtout un petit-déj. Un bon petit-déj. Parce que nous, on est des convertisseurs d'énergie. Donc si on se nourrit bien, on peut aller travailler le matin. Après, on a découvert des animaux de trait, donc on a nourri des animaux qui ont fait le travail pour nous. Et après 1900, le pétrole arrive, et donc nous, on mange moins bien. Donc on est des convertisseurs d'énergie. Il y a plein de choses pour lesquelles on peut se passer du pétrole et retrouver de la capacité physique. Mais pour ça, il faut être en bonne santé, il faut bien manger, il faut faire du sport. Donc pour moi, elle est là la clé du sport, elle est de se sentir bien. À la maison, Sébastien, qu'est-ce que vous faites? Vous faites les menus de la semaine? Comment vous dites, quand vous dites il faut bien manger, est-ce qu'il y a des choses que vous ne voulez pas manger, par exemple? Des choses que je ne veux pas manger, oui. Il y a des choses que je ne veux pas manger, mais il m'arrive d'en manger, c'est les aliments transformés. J'essaye d'en manger le moins possible. Ouais, alors ça, je peux partager avec vous. Mais malheureusement... c'est difficile. Difficile. C'est difficile, d'autant plus qu'aujourd'hui, on doit créer de la valeur, on doit se lever tôt le matin, on enchaîne les rendez-vous et se poser 1 heure pour faire la cuisine, c'est compliqué. Ça m'arrive de moins en moins. J'essaye de manger beaucoup de légumes, de prendre des paniers autour de Menton, des paniers de légumes. Je mange encore un peu. On n'a pas encore parlé de Menton, mais on va y arriver. Mais les aliments transformés, j'essaye d'éviter le maximum. Je bois beaucoup d'eau, j'essaye de m'hydrater bien. Mais je crois qu'il y a des petites clés comme ça qui peuvent nous permettre d'être en meilleure santé. Aujourd'hui, on vit une crise de l'alimentation, vraiment. Et c'est inquiétant. Est-ce que c'est facile au quotidien de se mettre des objectifs comme ça? Non, c'est difficile. Non, c'est difficile. Et merci le sport et la compétition qui m'a donné c'est ça, le goût et la discipline de l'armée. Ouais. Et voilà. Est-ce que là comme on en parle, est-ce que vous vous rendez compte de la complexité de tout ce que ça demande pour une seule personne, quand même? C'est très complexe et en même temps, je sais que je le fais pour me coucher le soir en me disant... J'essaye de me coucher tous les soirs avec le sourire, en me disant, si ça s'arrête cette nuit, c'est bon, j'ai pas besoin de me dire, j'aurais dû faire ça. J'ai vraiment envie de me coucher chaque soir en me disant que c'est le dernier jour. Et que si ça s'arrête maintenant, c'est OK. J'ai embrassé mon fils ce matin ou ce soir. J'ai essayé de manger correctement, même si j'ai pas tout à fait réussi, même si j'ai mangé un steak alors qu'il faut manger moins de viande, même si j'ai mangé un burger, j'ai quand même essayé globalement de faire mieux. Et vous faites votre propre bilan comme ça, tout le temps? Tous les jours. Ouais. Ah ouais? Je fais un peu de j'adore la respiration, les bains froids. J'essaye d'aller au lever du soleil tous les matins me baigner en mer. J'y suis allé ce matin. Et tous les matins, je me donne des intentions pour la journée. Ça me prend 5 minutes. Et tous les soirs, je me dis, tiens, qu'est-ce qui a été canon aujourd'hui et si ça s'arrête ce soir, de quoi tu serais fier et qu'est-ce que tu aurais refait aujourd'hui différemment? Tous les jours. Alors justement, est-ce qu'il y a des choses là sur votre parcours qu'on vient d'évoquer jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez changées? J'ai l'impression que
quand je me suis trompé, ou que j'ai pas été bon, ou que j'ai fait du mal, ou ça m'a appris. Donc, comme le cancer. C'est pas si simple quand même de revenir sur les étapes de notre parcours. C'est pas simple. Avec lucidité, en se disant ça, j'aurais pu éviter. C'est pas si simple. Je pense que j'aurais pu éviter beaucoup de choses, mais en même temps, elles m'ont permis d'apprendre. Et puis, la société, on vit dans une société de compétition, presque prédatrice. Et qu'est-ce que c'est dur d'essayer d'être dans l'amour quand c'est pas toujours le cas autour de soi. Et donc, bien sûr qu'il y a des choses que je pourrais changer. Je pense que je pourrais faire une grande liste. Peut-être la communication, j'aurais voulu apprendre à mieux communiquer avant. Parce que... Ah oui, ça, c'est sûr que ça s'apprend. Ouais, et je le savais pas forcément. Tout le monde ne fait pas ça comme ça. Parce que là, un matin, on a décidé de se lever. Vous parliez de Denis Macario tout à l'heure. Ouais. Ce sont des techniques qui s'apprennent. Hein, c'est pas... C'est ça. Et ça, j'aurais aimé le vouloir avant. Pas rester avec des non-dits, des rancœurs, des frustrations. Apprendre à verbaliser les choses, à des fois savoir dire non ou oui, ou dire tiens, il y a ça qui me chagrine, comment on peut essayer de le... Ça, j'ai appris tard, et je me dis waouh, si j'avais eu cet outil plus jeune, ça m'aurait quand même évité peut-être des... Parce des que problèmes. Vous étiez un enfant difficile ? Non, j'ai pas été difficile. J'ai eu une enfance assez mouvementée. C'est mon père qui m'a élevé. Ma mère était assez absente, malade même. J'ai eu peur d'ailleurs d'être malade aussi, parce qu'elle était malade, plutôt psychiatrique. Hein. Donc c'est mon père qui m'a élevé. J'étais plutôt un enfant... timide, à l'écoute. Bon, il m'est tombé tout un tas de trucs dessus très jeune. Quand on a un cancer à 8 ans, c'est déjà un début. Hein. Ouais, c'est ça. Et puis ça venait juste après une année avec ma mère assez chaotique. D'ailleurs, je pense que ce cancer n'est pas arrivé là. C'est très lié. Mon père a fait ce qu'il pouvait. C'est toujours que l'accélérateur de stress, ça déclenche ce genre de réaction du corps. Ouais. J'en suis persuadé. Et aujourd'hui, d'ailleurs, je me pose beaucoup quand il m'arrive un truc, de me dire tiens, qu'est-ce que ça dit de toi ? J'ai eu une hernie discale. Ah tiens. C'est pas qu'un problème. Ah, vous êtes sur les mots alors. Exactement. Exactement. Et donc une enfance plutôt à l'écoute. Très vite, j'ai fait que ce qui, voilà, s'il y a du sens, j'y vais. Mais alors, j'arrive pas à faire quelque chose qui m'appelle pas. Mais j'ai réussi toujours, même ces 10 années d'armée. On me connaît aujourd'hui, on me dit c'est pas possible que t'es militaire toi, mais je les ai vécues pleinement. J'étais pleinement engagé. Vous étiez gradé ou pas ? Ouais, j'ai été officier de police judiciaire, j'ai été chef, bien sûr. Parce que là, il y a déjà un sens de la responsabilité. Hein. Très fort, un sens de la responsabilité, des hommes, des décisions, des contacts. Des conséquences. Des conséquences, des appels permanents avec le parquet quand j'étais officier de police. Mais en même temps, il faut les épaules solides. C'est pour ça, des fois, on a tendance à juger rapidement ces gens, en tout cas les gendarmes qu'on connaît dans les brigades. Là, il faut voir tout ce qu'ils vivent toute la journée. Vraiment, c'est le derrière du rideau au théâtre. Hein. les violences, l'alcool, les viols, c'est vraiment... Les mensonges. Ouais, les mensonges. On voit le pire de l'homme quand on fait ce métier, vraiment. Et aussi le plus beau. Voilà, la contradiction totale aussi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr que ça doit être une école de la vie, puissance. Parce que bon, vous me dites, j'étais pas un enfant difficile, mais j'ai eu une enfance chaotique, etc. Tout à l'heure, j'ai bien entendu que vous vous êtes engagé assez vite, assez jeune. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous pensez que vous auriez pu basculer vers autre chose que la conscience que vous avez aujourd'hui ? Je pense pas. J'ai toujours eu cette envie d'être... Au départ, le moteur, c'était la reconnaissance. Comme j'ai eu une enfance un peu chaotique, manque d'amour-propre, j'avais besoin d'être reconnu. Donc le moteur gendarmerie, mais attends, si tu sauves les gens, tu vas être reconnu. Donc... Et puis après, j'ai fait ce travail un peu psychologique. Le sang, j'ai envie que ça soit encore là. Bon, peut-être que je peux me passer un petit peu de ce manque d'amour-propre, commencer à me donner de l'amour. Vous le faites seul, ces réflexions ? Pardon si j'interromps, mais vous faites seul ? Non, je me fais accompagner, Non, je me fais accompagner par un psy. Donc vous comprenez très vite que vous avez besoin de quelqu'un, en tout cas. Oui, mais on a toujours besoin de quelqu'un. Mais encore une fois, l'homme est très faible seul. L'homme n'est pas résilient seul. Si l'homme est fort, c'est parce qu'il est coopérant. Seul dans la nature, je vais tenir 5 jours. Donc j'ai besoin de quelqu'un, bien sûr. Vous êtes optimiste avec 5 jours. Hein. Moi, je suis pas sûre que je pourrais tenir 5 jours. Hein. Je vous avoue. Hein. Non, je me fais accompagner. Je vois un psy, je lui partage un peu mon enfance, et puis je tombe sur quelqu'un de très bien qui me permet de décaler mon regard sur ce que j'ai vécu, sur ce que je suis. Et donc ça m'aide beaucoup à m'apaiser, à trouver du sens, à me redonner de l'amour et à avoir des moteurs qui soient pas toxiques. Parce que la quête de toujours plus de reconnaissance, elle emmène à rien. Parce que justement, pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi les premiers signaux, Sébastien, quand vous vous dites « j'ai besoin de quelque chose » là ? C'est que vous êtes
vous n'êtes pas bien dans vos baskets, il y a quelque chose qui va pas. C'est quoi les premiers signaux? Non, c'est juste parce que peut-être il y en a qui nous écoutent et qui sont vivent dans cet état-là et qui ne savent pas décrypter, quoi. Ouais, non, je dirais 27-28 ans, je commence à... Peut-être comme un burn-out, quoi. J'ai des crises d'angoisse. J'en avais marre, quoi. J'ai des crises d'angoisse. Des fois, il y a des soirs où je mange moins. Et je me dis, moi, Sébastien, sportif... kayakiste, ça mange. C'est pas possible que ça m'arrive. Donc, je consulte tout un tas de médecins. Je passe beaucoup de temps ici. Je consulte des médecins. Tout le monde me dit, tout va bien. Le cerveau, nickel. Le cœur, parfait. Je dis, c'est pas possible. J'ai des crises d'angoisse. Et puis, un jour, je vois le docteur Afria qui me dit, Sébastien, il va falloir se tourner vers la tête. Et là, je le rejette. Je dis, qu'est-ce qu'il me raconte? C'est pas possible que j'ai un problème. Mais Philippe met souvent le doigt là où il faut. Et quand j'accepte ça, quand je me dis, peut-être que j'ai une fragilité, et peut-être que demain, quand quelqu'un me dira j'ai vu un psy, je me dirai pas, bon, c'est encore un. Parce que vraiment, je pense qu'à 25 ans, on m'aurait dit moi, je vois un psy, je me sens pas bien, j'aurais eu un jugement. Ça se serait pas vu parce que je suis quelqu'un de bienveillant, mais je me serais dit, bon, encore quelqu'un de faible. Et là, je me suis dit, non, mais vraiment, voilà. Cette faiblesse, c'est typiquement dans la lignée de ce que vous avez fait. Hein, le sportif gendarme, forcément, il pense que quand on a besoin d'aide, on est faible. Exactement. Hein. Et en fait, il a fallu que j'accepte que ça pouvait me tomber dessus aussi. Et donc, tiens, pourquoi cette faiblesse? Et donc, tiens, mais pourquoi ce métier? Mais est-ce que je suis insensible à tout ce que je vis dans la gendarmerie? Et pourquoi ces choix et tout ça? Nicolas Karabatic, ici, là, à votre place, il parlait de santé mentale. Pourtant, pour un multiple champion du monde, champion olympique, champion d'Europe, etc. Et il disait, on n'arrive pas à comprendre quand on n'est pas dans cette situation. On n'arrive pas à comprendre que la santé mentale, c'est presque la santé la plus importante dans l'équilibre. Mais Nicolas Karabatic, tous ces grands champions, ces hommes politiques, tous les gens qui aujourd'hui percent dans un domaine, c'est souvent des gens qui ont eu des traumas. Hein. C'est souvent des gens qui ont, qui ont rapidement dû montrer qui ils étaient, vouloir montrer que... Donc, effectivement, derrière tous ces sportifs passionnants et en haut de leur sport, en haut de leur art, c'est souvent des gens qui ont eu des traumas. Donc ça m'étonne même pas, ce genre de discours. Donc, vous sentez que ça va pas, vous vous faites aider, en tout cas, vous commencez à discuter. Il n'y a pas eu un moment où vous vous êtes un peu senti au bord du précipice? Enfin, moi, je parle comme ça parce que je me dis, si là, demain, il me venait l'idée de changer toute ma vie, j'aurais peut-être un moment un temps d'arrêt, même si je sens que c'est une nécessité, parce qu'on en revient toujours à la même chose. La fin du mois, la façon d'assumer ses responsabilités, enfin, c'est comme sauter en parachute, ça. Ouais, je l'ai eu. Hein. J'ai eu très peur. En même temps, je lisais beaucoup, je commençais à lire beaucoup sur le climat, et un livre qui a changé ma vie, qui s'appelle Les limites à la croissance. Un livre, le rapport Midos, le Club de Rome, les ancêtres de GIEC, 1972. Et quand j'ai lu ce livre, qui nous expliquait qu'on allait vers un effondrement sociétal avant 2030, et tout ça a été appuyé par la science. Malheureusement, on y est. Hein. Et je me suis dit, waouh, mais très inquiet. Et je pouvais pas en parler à mes collègues gendarmes de ça. Ça résonnait pas. Qu'est-ce qu'ils nous racontent? C'était un livre, c'était un livre en anglais, The Limit to Goas. Je le traduisais comme je pouvais. Donc j'avais crise d'angoisse, j'étais plus sûr de faire le bon métier, et je comprenais qu'on allait droit dans le mur. Et en même temps, il fallait effectivement payer son loyer, en tout cas. Boucler, ce qu'on appelle boucler la fin de mois. Exactement. Donc, on est tous dans cette situation, enfin, à part quelques-uns d'entre nous qui ne le sont pas, mais sinon, la plus grande majorité des gens, c'est ça. Beaucoup de panique. Et j'ai pris un congé sans solde. J'ai mis du temps. J'ai pris du temps avant de le faire. Et je me suis donné 6 mois. Et en pleine coopération avec la mère de mon fils. Et on s'est dit, allez, je me donne 6 mois, j'ai un peu d'argent de côté. Et on va voir. Et c'est comme ça que je suis rentré à Decathlon Monaco, vendeur, à ranger les baskets, et puis à vouloir... montrer que je pouvais être performant dans autre chose, tant sur le modèle économique que sur le social. Et puis après, manager, j'ai retrouvé un peu des notions que j'avais apprises dans l'armée. Et donc, finalement, ça matchait très bien dans le civil, cette notion d'engagement, de justesse, d'écoute des collaborateurs, de droiture. Parce que c'est ça que j'avais envie de vous dire. Quand on sort de la gendarmerie, on a passé 10 ans. 10 ans, c'est quand même pas 2 jours. Hein. On est un peu, surtout sur des années où on se formate beaucoup. Le retour à la vie civile, c'est une réalité ou c'est une vision de l'esprit? Je pense que c'est une réalité, mais je me sens vraiment très adaptable comme garçon. Je peux prendre beaucoup de plaisir dans plein de situations, et j'ai vraiment, depuis assez longtemps, peut-être le cancer d'ailleurs, je sais que je ne sais pas, et j'ai pas. Donc ça a été dur,
et en même temps assez simple de pouvoir me coucher le soir en me disant que le téléphone n'allait pas sonner toute la nuit parce qu'il y avait des émeutes à tel endroit, un crime à un autre endroit. Donc il y avait à la fois la dure réalité de montrer ce qu'on est capable de faire dans un modèle qu'on ne connaît pas, cadre chez Decathlon. Et puis seul. Ouais. Parce que les gendarmes, enfin les militaires en général, ils vivent en caserne, on n'est pas seul. Non. Pour le bon et le mauvais, on n'est pas seul. C'est vrai. C'était le côté moins simple d'avoir une petite résidence, de rentrer chez soi et de ne pas connaître ses voisins. Mais d'ailleurs, j'ai réussi à bouger tout ça, à connaître mes voisins, à faire en sorte. Mais le plus dur, ça a été de vouloir montrer que je pouvais être très bon. Et merci Olivier Lorenzi, encore une fois, ça fait 2 fois que je le cite. Cadre commercial, plus de 2 millions d'euros de gestion dans le magasin alors que j'avais zéro connaissance des enjeux. Tous les jeunes qui étaient avec moi, qui avaient 5-6 ans de moins, ils étaient tous avec des Master 2 dans les business schools. Et on faisait des réunions d'1 heure. Moi, je mettais la nuit à digérer la réunion. Mais j'ai réussi à montrer que je pouvais être le meilleur. J'étais première région sur les sports. J'avais envie de montrer, envie d'apprendre. Et malgré ça, vous ne restez pas. Hein. Comment ? Malgré ça, vous ne restez pas. C'est-à-dire que malgré ça, au bout d'un moment, vous dites à Olivier, bon. J'ai fait 6 ans à Decathlon Monaco. Et j'ai été après recruté à la direction du développement durable pour les 300 magasins français. Donc j'ai une belle histoire chez Decathlon et j'ai passé 3 ans après à m'occuper du développement durable pour toute la France. Donc là, ça a été encore une nouvelle porte de nouvelles compétences. Et après, j'ai décidé de quitter, mais pas parce que, encore une fois, je pourrais critiquer Decathlon, mais Decathlon fait partie d'un modèle économique mondial. J'ai quitté parce que je me suis dit, maintenant, j'ai vraiment envie de porter la voix de ce qui pourrait être un futur souhaitable, la voix d'autres modèles économiques. Et c'est pour ça que je suis entré dans cette petite coopérative. On est 9, je suis passé d'un paquebot de 100 000 à une petite coopérative de 9. 100% dans l'entrepreneuriat social et solidaire, 100% une société coopérative d'intérêt collectif. Et l'envie d'aller vers... J'ai perdu de l'argent, forcément, le salaire n'est pas le même. Mais je m'épanouis, c'est le sens qui me fait lever le matin. Et puis... Et je m'éclate, j'aime autant faire qu'en parler, comme je le fais là, et je sens que ça peut être... Vous en parlez aussi, puisque vous êtes chroniqueur sur TV Monaco, dans la matinale. La matinale, oui. La matinale de TV Monaco. Est-ce que vous trouvez que les médias aujourd'hui prennent leur part à tout ça, ou pas ? J'ai l'impression que ça change. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu une animation 3D sur TF1 des limites planétaires. Elle a été 7 minutes, un travail en immersion sur les limites planétaires. C'est-à-dire qu'on peut passer des heures à parler de toutes les limites planétaires. Là, en 7 minutes, c'était incroyable. Hyper dans pragmatique. Un même JT, on peut vous parler de la Terre qui vit à crédit depuis le 1er août, et en même temps, vous parlez du trafic aérien et de la baisse des emplois dans le milieu de l'aviation. Hein. Bien sûr. Les médias, il y a quand même aussi cette... Alors, vous parlez de paradoxe tout à l'heure. Là, je ne suis pas sûre que ce soit un paradoxe. Si. Il y a le paradoxe, il y a le non-paradoxe, il y a aussi tellement de différences entre les médias. Quand on creuse qui est propriétaire de tel média, et donc est-ce que cette information ne va pas desservir les intérêts du patron de ce média ? C'est pas facile d'aller chercher de l'information aujourd'hui. Et je comprends que les Français soient perdus. Et je comprends même qu'ils remettent en question les... Moi, j'entends tous les jours, mais Sébastien, il y a toujours eu des aires de réchauffement et de glaciation. J'entends ça tous les jours. Et c'est vrai, mais c'est pas le sujet. Et c'est comme sur des chaînes, il y a pas longtemps encore, j'ai appris que sur une chaîne que je nommerai pas, une chaîne d'information, on donne la parole à un philosophe qui nous dit ça devant des centaines, voire des millions de téléspectateurs. Et ça, pour moi, ça génère beaucoup de... Voilà, c'est comme le Covid, portez, ne portez pas, fermez-vous, ne vous fermez pas, aidez, n'aidez pas. Et à la fin, les Français sont perdus, les Monégasques sont perdus. Donc, dans le monde entier, ils sont perdus. Le monde entier, c'est un peu ce discours qu'on entend d'autres qui disent chacun ses responsabilités, chacun ses choix. Quoi. Chacun ses choix, et en même temps, ce multiple accès à l'information, il est incroyable. Mais ça nous a rendus suspicieux. Vous pourriez être complotiste ? Non. Je pense pas, parce que je prends le temps, j'essaye d'aller chercher plusieurs sources d'informations. Mais il y a 40 ans, nos grands-parents allaient voir le médecin, c'était le sachant. J'ai tel problème, je viens voir mon médecin généraliste dans la ville ou dans le village, il vous donnait une ordonnance, ou il vous donnait un... C'est ça, c'est un peu ça le problème, c'est qu'aujourd'hui dans les médias on confond le lanceur d'alerte avec le tiers fiable. On ne sait plus vraiment qui est crédible en fait. Et puis on confond l'information avec la vie, on confond la science avec l'émotion, on confond l'objectif avec le subjectif, on confond tout.
On confond l'opinion avec la nouvelle aussi. Exactement, l'opinion et la nouvelle. Et en même temps, c'est ce qui fait que les gens restent sur les chaînes de télé. C'est inquiétant. Moi, ça m'inquiète beaucoup. Et je vois l'énergie, comme vous dites, bien manger, faire du sport, gagner un peu d'argent pour pouvoir nourrir sa famille et quand même assurer un petit peu de futur, s'informer correctement, aller chercher les informations sur plusieurs sources. Prendre du plaisir correctement. Et prendre du plaisir. Tout ça, alors, quand vous dites, je comprends ce que vous me dites, tout ça, ça demande une énergie incroyable. En fait, c'est une question d'équilibre à maintenir, etc. C'est pour ça que je vous parle de plaisir, c'est que où est-ce qu'on trouve son plaisir dans tout ça ? On en revient à la discussion de départ. Où est-ce qu'on trouve son plaisir dans tout ça ? Moi, je prends mon plaisir à accompagner des organisations et quand ils font appel à moi, en tout cas, c'est qu'ils ont envie de le faire. Donc on se retrouve... Oui, il y a une volonté. Ouais, on passe des journées à se poser des questions ensemble. Sur la matinale, vous parliez de la matinale. Quand je prends la parole en tant que chroniqueur 5 minutes, c'est sur des sujets qui me passionnent, ça me donne de l'énergie. Quand je vais ramasser des déchets avec l'association Stand Up, j'adore faire cette action parce qu'elle est simple et accessible à tous. Quand je vais former sur le climat et que j'ai 2-3 personnes qui sont presque sceptiques des enjeux ou de la science et que j'arrive à « Ah, merci, j'avais pas compris ça, j'avais pas vu les choses comme ça ». Tout ça, ça me donne beaucoup d'énergie. Et puis mon fils, voilà, c'est très bateau de vous dire ça. Mais quel âge il a, votre fils ? Il a 8 ans. Il a 8 ans. Mon fils, le territoire, je suis passionné par ce territoire. J'adore Monaco avec toutes Pas que Monaco, je me suis laissé dire que vous aimiez beaucoup Menton. J'adore Menton, j'adore la Riviera, j'adore la vallée de la Roya. Je passe mes week-ends à aller dans les rivières parce que j'adore l'eau froide, à faire de la respiration, à faire de la rando. J'adore ce territoire. Un jour, kayakiste toujours quand même. Ouais, c'est ça. Ça vous manque pas un peu de ramer d'ailleurs ? Je rame un peu en mer. J'avais d'ailleurs fait un défi que vous aviez relayé sur Monaco Info, où j'avais traversé les Alpes-Maritimes en paddle du Larvoto jusqu'à Fréjus. C'est la princesse Charlène qui avait donné ce départ, donc je continue à ramer et l'idée c'était de ramasser 30 000 déchets pour... Je continue à ramer, c'est très figuratif votre truc. Ouais, c'est sûr, je continue à ramer. La rame j'ai sorti les rames très jeunes. Je suis le meilleur ami de la rame. Et donc ce défi c'était 30 000 coups de pagaie pour ramasser 30 000 déchets, pour alerter sur... la pollution. Vous les traîniez quand vous faisiez avec les déchets ? Non, il y avait pas mal de gens sur les réseaux qui ramassaient chez eux et je comptabilisais leurs déchets. Et moi, quand j'avais rempli mes sacs sur le paddle, j'allais sur la plage, je les posais, je continuais. Mais oui, j'ai sorti la rame et en fait, je prends beaucoup d'énergie à faire tout ça. J'ai vraiment de la chance. Je me considère comme incroyablement chanceux de vivre aussi ici. Que les gens se rendent compte qu'on a la mer et un territoire incroyable. Et derrière, on a la montagne, les Alpes. Il n'y a pas d'autre endroit au monde avec toute cette diversité et ces possibilités. On peut aller escalader là, à la tête de chien à 17h. Tout est magique ici. On a un territoire je comprends incroyable. Que quand vous n'êtes pas mobilisé, vous avez quand même un gros terrain de jeu ici. Exactement. Ouais, je passe beaucoup de temps à explorer le territoire. Je suis passionné par cet endroit et on a vraiment beaucoup de chance. Vraiment. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter maintenant ? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est de continuer à me coucher le soir avec le sourire parce que je me suis senti utile, j'ai pris du plaisir. C'est ça votre moteur ? C'est vous sentir utile ? Ouais, me sentir utile et ça c'est important quand même. Me sentir utile et prendre du plaisir. Parce que qu'est-ce qui fait, et pardonnez-moi si ça vous semble un peu abrupt, mais qu'est-ce qui fait qu'on écouterait plus Sébastien Usher qu'un autre ? J'ai vraiment pas envie qu'on m'écoute plus qu'un autre. D'ailleurs, j'aime beaucoup animer un atelier qui s'appelle 2030 Glorieuse, où on emmène les gens à rêver de l'utopie de demain. Fermer les yeux et se dire, tiens, raconte-nous ta vie en 2040 ou en 2030, et comment aller, et qu'ils se rendent compte qu'elle est peut-être différente de celle d'aujourd'hui, et qu'ils aillent vers cette vie-là. Et on pose une question, dans ce jeu, on dit, qui est-ce que tu veux embarquer avec toi ? Et moi, j'ai pas envie d'embarquer des gens. J'ai juste envie de me dire que je serai jamais tout seul. J'espère que mon fils sera passionné par ce que je fais, mais si demain il veut devenir un ultra-capitaliste, je l'aimerais quand même. Et s'il veut être pilote d'avion, alors je l'aimerais quand même. Ça restera mon fils. Et peut-être qu'il jugera et qu'il aimera pas ce que je fais. Et j'ai pas envie d'embarquer les gens. J'ai envie de partager. J'ai envie de pas me sentir seul. Mais j'ai l'impression que si je suis aligné et que j'aime, alors j'aurai toujours du monde autour de moi. C'est simplement ça que je me souhaite, c'est de me sentir soutenu. Je crois que le bonheur, il est dans le fait qu'on partage les choses avec des humains autour de soi. Donc, je me souhaite ça, vraiment d'être bien entouré, de me sentir en sécurité, parce que j'ai plein de gens avec qui je fais le chemin, quoi. Ouais. Voilà.
Ben, merci Sébastien, merci beaucoup. Merci Geneviève.